Monsieur le vice-président du Conseil national des barreaux, cher Laurent Martinet, Monsieur le bâtonnier de Paris, cher Olivier Cousy, Madame le bâtonnier élu du barreau de Paris, chère Julie Couturier, Monsieur le vice-bâtonnier élu du barreau de Paris, cher Vincent Gnoret, Monsieur le premier vice-président de la conférence des bâtonniers, cher Bruno Blanquer, cher Gilles Accomando, directeur de l'école de formation professionnelle des barreaux, cher Aldo Bulgarelli, ancien président du Conseil des barreaux européens, chère Claire Thomasin, responsable des panels juridiques du groupe BNP Paribas, dear Thomas Prangley, lawyer at the bar of Estonia, cher Thierry Vickers, ancien président de la conférence des bâtonniers, ancien président du Conseil national des barreaux, chef d'orchestre de nos assises de l'ordonnalité, cher Thierry Vickers ô combien précieux, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres du collège ordinal, Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents des conférences régionales, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres des conseils de l'ordre de toute la France, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, vous le savez, un événement de cette ampleur, devenu incontournable, se prépare de nombreux mois à l'avance. La période que nous avons traversée ces derniers mois ne nous a franchement pas aidés. On peut le dire, la crise sanitaire a très sérieusement perturbé le calendrier idéal que nous avions fixé. Le fait de ne pas pouvoir tenir les réunions physiques en présentiel, comme on dit maintenant, a été un obstacle majeur. Organiser cette année les assises de l'ordinalité relevait incontestablement d'un véritable tour de force. Nous sommes donc très fiers que ces assises puissent avoir lieu. Nous sommes, le bureau de la conférence des bâtonniers et moi-même, très heureux de vous accueillir aussi nombreux, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. Certains d'entre vous se souviennent très certainement des premières assises de l'ordinalité qui ont lieu en 2019, sous la présidence de l'actuel président du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudan. Les premières assises avaient été un succès avéré. Je me souviens bien de l'enthousiasme, du plaisir et de la satisfaction d'avoir réfléchi ensemble sur un sujet tellement essentiel pour nos ordres, celui de la qualité. En 2019, nous nous étions interrogés sur la question suivante. Quel avenir pour nos ordres ? Nous avions abordé les thèmes de la discipline, de la territorialité, de la régulation, bien sûr, de la place de l'ordre dans la société civile et, bien sûr, de la qualité. Les travaux avaient notamment permis de parvenir à une définition de la qualité, mais appliquée à la profession d'avocat. En 2021, nous sommes partis de cette définition et nous prolongeons la réflexion. Nous nous interrogeons en effet sur le fait de savoir si les ordres pourraient avoir une action pour inciter les avocats de leur barreau à la qualité et aussi pour mesurer cette qualité. N'oublions pas que sur certains aspects de la prestation, l'ordre peut porter un contrôle ordinal. C'est le cas du respect de la déontologie. Vous ne serez donc pas surpris que nous ayons travaillé sur l'idée d'un questionnaire d'auto-évaluation déontologique. Accepter de se poser la question à soi-même est déjà un premier signe de qualité. La qualité est aussi intrinsèquement liée à la satisfaction du client. Nous ne devions donc pas nous limiter à la seule qualité des prestations des avocats. Il nous fallait également réfléchir à la notion de la qualité
qualité de la justice en prenant en considération le point de vue des usagers. Nous pouvons ainsi nous poser la question et discuter sur le fait de savoir si l'ordre doit proposer un questionnaire de satisfaction. Pourquoi ne devrait-il pas le faire ? Pourquoi les ordres ne devraient-ils pas fournir aux avocats de leur barreau un kit en ce sens ? Un questionnaire de satisfaction existe certes déjà dans certains barreaux, mais ce n'est pas le cas dans tous les barreaux de France. L'idée de ces assises de l'ordinalité est de valider la définition, de valider la méthode et d'amener les ordres à délibérer sur ces questions, tant de la qualité des prestations que de la qualité de la justice. Les ordres pourront ensuite fixer des normes dans les règlements intérieurs de leur barreau. Les ordres, toujours avec à leur tête les bâtonniers, ont parfaitement conscience de l'autorégulation de notre profession et de la qualité, bien sûr, qui en découle. Les ordres, et vous le savez parfaitement, les bâtonniers ont un rôle extrêmement important en ce qui concerne la qualité. La Commission européenne, d'ailleurs, est très stricte sur la notion de qualité. Et cette commission nous demande de la démontrer, cette qualité. Il faut donc améliorer la qualité des prestations et les rendre plus visibles, les rendre plus mesurables. Il faut aussi prouver que nos ordres sont incontournables pour remplir ces objectifs de qualité. Nous nous attellerons donc à ce travail de réflexion, et ce, de façon interactive. Les membres du bureau de la conférence des bâtonniers, l'équipe de la conférence des bâtonniers et les membres du collège ordinal du barreau de Paris ont préparé ce travail et cette journée, il faut le dire, avec beaucoup d'énergie. Merci, monsieur le bâtonnier de Paris, cher Olivier, d'avoir accepté que vos équipes se joignent aux nôtres. Nous formons un bloc de l'ordinalité qui est très souvent attaqué de toutes parts, mais que nous sauvegardons et que nous renforçons tous les jours. Merci, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme, de votre présence. Elle démontre bien le souci constant que vous avez, que nous avons, de l'unité, qui s'accomplit concrètement dans notre manière de travailler ensemble au quotidien. Je sais que vous serez très attentifs aux fruits de nos travaux. Je sais aussi que s'ils aboutissent, vous ne manquerez pas de travailler au sein de l'institution que vous présidez à l'harmonisation des règles et à les introduire dans le règlement intérieur national. Cette année, nous avons décidé de donner une place plus importante aux ateliers. Il nous a semblé primordial, afin de favoriser les discussions, de faire part des réflexions des groupes de travail, et ce, en amont, parce que cette base solide permettra l'avancée des discussions avec chacun d'entre nous. Vous n'aurez pas de regrets, puisque vous pourrez participer à chacun des 2 ateliers dès la fin de la matinée et ensuite en début d'après-midi. Le premier aura trait à la prestation, à la qualité des prestations, et l'autre à la qualité de la justice. Une table ronde, introduite en première partie avec la présence de 4 témoins, nous a paru également indispensable. Ces 4 experts de la qualité aborderont ce thème sous 4 angles différents. Nous écouterons donc avec beaucoup d'attention Monsieur le Président Aldo Bulgarelli,
ancien président du CCBE. Le président Bulgarelli est actuellement à la tête de son groupe de réflexion sur la qualité. Il nous restituera une image ô combien importante européenne. Monsieur Gilles Accomando, ancien haut magistrat, actuellement président de l'EFB et membre du groupe de travail sur la qualité de la justice de la CEPEJ, réfléchira sur la réflexion de la CEPEJ sur la qualité de la justice. Madame Claire Thomasin, responsable des panels juridiques du groupe BNP Paribas, ancienne consoeur, je précise, évoquera quant à elle la qualité des prestations juridiques avec son regard de client d'avocat. Maître Thomas Frangli, avocat au barreau d'Estonie, je sais que l'interprète est en train d'indiquer mes propos à notre confrère Thomas, nous fera part du système de contrôle de la qualité mis en place dans son pays, donc en Estonie. Ces assises s'achèveront donc par une restitution des travaux et des réflexions donc soulevées durant tous ces ateliers. Le fruit de ces réflexions pourront également, parce qu'ils sont très d'actualité, être mis en avant dans le cadre des États généraux de la justice. Et nous sommes attendus sur ce point. Je suis persuadée que les échanges seront passionnants et qu'ils seront constructifs parce que vous êtes des passionnés et parce que vous êtes des bâtisseurs. Bons travaux. Nous allons maintenant, je passe la parole à Olivier Cousy, donc du barreau de Paris, notre bâtonnier du barreau de Paris, et ensuite Monsieur le Président donc, du Conseil national des barreaux prendra la parole. Merci beaucoup, chère Hélène. Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Madame la Présidente de la Conférence des bâtonniers, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers à venir, Mesdames, Messieurs les bâtonniers. C'est d'abord pour moi un grand plaisir de parler devant cette conférence, devant ces bâtonniers avec lesquels nous partageons quand même une expérience absolument exceptionnelle, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais quel mandat! Quel mandat pour ceux qui, comme moi, terminons notre mandat à la fin de cette année. Quelle aventure! Qu'est-ce qui s'en est passé des choses? Beaucoup de bonnes, beaucoup de moins bonnes, et puis cette espèce de lutte permanente contre cette pandémie, la difficulté de mettre en place tout ce que nous avons pu installer et travailler ensemble. Quel mandat, chère Hélène, avec laquelle nous avons toujours travaillé de manière extrêmement étroite, et malgré un certain nombre de différences, non pas sur le fond, mais sur un certain nombre de projets, nous avons toujours su trouver des solutions concrètes pour la profession, qui sont des solutions qui ont pu être mises en place par le CNB dans le cadre du bureau du CNB. C'est une expérience qui m'a marqué de manière évidemment personnelle, mais je le sais aussi par rapport à mon ordre. Et la particularité du barreau de Paris, c'est quand même que le bâtonnier de Paris et le vice-bâtonnier, lorsqu'il y en a un, le bâtonnier de Paris est seul. C'est une grande solitude par rapport à la conférence des bâtonniers. Vous êtes très nombreux et je suis seul. Et c'est important parce que nous avons besoin les uns des autres. Moi, j'ai eu besoin de ce soutien. J'ai eu besoin de la manière dont les bâtonniers, la conférence des bâtonniers, le CNB nous a accompagnés, m'a accompagné à titre personnel dans toute cette aventure. Les contacts qu'on a eus, on a trouvé des solutions pratiques à des questions pratiques, on a trouvé des solutions plutôt théoriques à des questions théoriques. On a travaillé ensemble avec un certain nombre de bâtonniers ici présents, je ne peux pas les nommer tous, mais j'ai trouvé toujours une écoute, j'ai toujours trouvé une capacité de coopération, une capacité de construction, une capacité de travailler ensemble entre bâtonniers. Alors pourquoi cette particularité? Peut-être parce que finalement les bâtonniers, c'est un métier très spécial. C'est un métier particulier que l'on exerce dans la solitude de son cabinet,
qu'on exerce avec ses proches, et ceux de la BIF pour Paris, ceux des autres régions, avec la conférence des bâtonniers. Mais c'est un métier de solitude et c'est un métier dans lequel on reconnaît finalement et on retrouve un certain nombre de difficultés qu'on a pu vivre et on peut partager ensemble, mais on ne peut les partager qu'entre bâtonniers. C'est un peu une sorte de famille, une sorte de groupe restreint. Ces bâtonniers nous nous sommes confrontés à des sujets qui sont des sujets communs, quelle que soit la taille des barreaux, avec des sujets de déontologie, des sujets de discipline, aussi des questions morales à titre personnel, parce que nous sommes confrontés à des situations déviantes, nous sommes confrontés à des confrères en difficulté, nous sommes confrontés à des situations de cabinets qui vont mal, de cabinets qui vont bien. Et c'est vrai que dans toute cette situation-là, le métier de bâtonnier n'a pas d'équivalent. Le Conseil de l'Ordre est là évidemment pour nous aider. La conférence des bâtonniers, on peut partager. Le CNB, ça n'est pas vraiment son métier. Donc nous avons cette ordinalité au cœur. Et je remercie encore Hélène Fontaine d'avoir mis en place ces assises de l'ordinalité parce que c'est une particularité de notre métier de bâtonnier. Nous sommes avocats, nous sommes membres du Conseil, nous sommes bâtonniers. Cette particularité, nous la partageons. Ce sont un certain nombre de difficultés qui se posent à nous à titre très personnel. J'en ai pris ma part, comme tous ceux d'entre vous qui ont fait ce mandat très très particulier. Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, cher Blanquer, va probablement, j'espère, avoir un mandat plus apaisé, plus normal que celui qu'a eu Hélène, qui a su de manière extraordinaire affronter ces difficultés et mener la conférence des bâtonniers. Les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui, vous allez aborder, pardon parce que je serai obligé de vous quitter, parce que ce métier de bâtonnier de Paris a la particularité qu'il faut être à plusieurs endroits à la fois, en même temps, donc c'est un peu spécial. Vous allez travailler sur la qualité, c'est évidemment ce que la profession attend et ce qu'attendent nos clients. Pour moi, il y a deux éléments fondamentaux dans notre métier, c'est la formation des confrères, la formation continue. Et je sais que ici, Gilles en commando, qui dirige l'EFB, qui ne la préside pas, puisque c'est moi qui la préside, mais qui dirige l'EFB, partage avec les autres membres du conseil d'administration de l'école cette volonté de faire mieux connaître, mieux se former les avocats, puisque la formation est la condition essentielle de la qualité de notre prestation. C'est aussi le partage des connaissances, c'est aussi le partage de ce métier, de la manière dont nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire ici, nous pouvons le faire au sein du CNB, nos bureaux du CNB, mais nous pouvons le faire aussi, et nous l'avons fait avec certains d'entre vous en direct, et je sais que ça marche bien. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je pense que vous le savez, vous le voyez, ce métier de bâtonnier a un avenir extraordinaire. Il est exceptionnel, il est intraduisible pour notre traductrice. Voilà le bâtonnier qui est devenu un président. Mais bâtonnier, ce n'est pas tout à fait président. Donc c'est vrai qu'il y a une différence de traduction entre les deux. Et je trouve que dans ce métier, nous n'avons pas à rougir de la manière dont nous avons affronté les difficultés de la grève, les difficultés de la pandémie, les difficultés aussi de la lutte contre les modifications et de ce combat permanent, de cet engagement permanent pour la défense, pour que les avocats puissent exercer leur métier en toute liberté. Jean-René Fartois avait ce mot. Il disait que les bâtonniers entre eux, alors je parle des bâtonniers de Paris, je ne parle pas de vous, mais il disait que les bâtonniers de Paris avaient cette particularité d'être de bons amis mais de mauvais camarades. Et je trouve que la formule est assez bonne. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette ordinalité qui nous tient à cœur. Et je sais que je fais partie de cette famille maintenant grâce à vous. Et je le fais partie de cette famille parce que, ayant été bâtonnier dans ces situations difficiles, je souhaite avec vous partager et continuer, j'espère, après la fin de mon mandat, de travailler sur ce métier qui nous tient à cœur et qui nous est cher. Merci beaucoup. Que vous êtes impressionnant. Madame la présidente de la conférence des bâtonniers, chère Hélène, monsieur le premier vice-président, cher Bruno, je ne vais pas resaluer tout le monde, vous avez cité les noms, je voudrais insister particulièrement auprès des anciens présidents de la conférence des bâtonniers, dont je suis, des membres du bureau de la conférence, mes camarades pendant les 2 années de mon mandat.
par les membres du bureau du Conseil national des barreaux, et je salue et je les remercie d'abord Nathalie Attias, à tout bien tout honneur, membre du bureau du Conseil national des barreaux, et à Laurent Martinet, vice-président, ancien vice-bâtonnier de Paris, qui sont des appuis précieux au sein du bureau du Conseil national. Bien sûr, le bâtonnier Cousy, cher ami, avec qui sur cette année, nous avons aussi vécu beaucoup de choses et continuons à les vivre jusqu'au dernier moment. Manifestement, nous allons devoir beaucoup encore travailler ensemble. J'ai vu, je les salue, Madame la bâtonnière élue du barreau de Paris, Julie Couturier, et Vincent Nuret, le vice-bâtonnier élu. Je crois que c'est important pour nous, chers amis bâtonniers, de voir qu'à Paris aussi, on s'intéresse beaucoup aux travaux de la conférence des bâtonniers. C'est un point important. Chers amis, mesdames, messieurs, et chers amis, vous, bâtonniers en exercice et membres des conseils de l'ordre, s'il en est, parmi nous, de me recevoir. Et vous savez que j'ai un peu le sentiment d'être ici chez moi, et je crois que je serai toujours chez moi à la conférence des bâtonniers, pas seulement parce que les statuts m'y donnent une place, mais aussi parce que j'aime cette ordinalité qui m'a fait vivre depuis mon bâtonnat en 2011 et 2012 à Marseille. Et je salue avec beaucoup de respect le bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez, qui est mon bâtonnier, qui est précieux dans notre barreau et qui est précieux, je crois, au sein de notre conférence, de votre conférence. Chère Hélène, merci de me donner la parole. Vous y avez tenu et je vous en remercie beaucoup. À l'occasion de ces deuxièmes assises de l'ordinalité, vous avez rappelé que c'est un rendez-vous qui me tient à cœur, puisque je l'avais effectivement, on va dire, non pas créé, mais refondé en 2019, parce qu'il y avait eu une initiative précédente initiée par le président Jean-Luc Forget, qui avait lancé des états généraux il y a quelques années. C'est une idée, je le dis souvent, je suis très peu imaginatif, c'est une idée que j'avais récupérée et que nous avions refondée ensemble en 2019. À la position qui est à la place qui est la mienne, comme j'aime à dire souvent désormais, je suis donc très attaché, je vous le redis, à la vitalité de l'ordinalité, qui est un point, me semble-t-il, d'équilibre important dans la profession. Je suis attaché aussi, et c'est les sujets, mais qui avaient déjà été traités en 2019, à la qualité des services rendus par les ordres, tant à nos confrères qu'aux justiciables. Ce point est important. La lisibilité de la profession d'avocat se situe d'abord au sein des ordres. Et le justiciable, comme l'avocat, se tourne d'abord vers l'ordre, parce que c'est la proximité, avant de se tourner vers les instances nationales. À l'heure où s'ouvrent, comme vous le savez, les États généraux de la justice, lancés il y a 2 jours par le président de la République, les propositions des ordres sont particulièrement importantes. Elles m'intéressent à titre personnel et je dois vous le dire, et je peux vous le dire, elles intéressent surtout le Conseil national des barreaux. Notre profession, et vous en êtes l'incarnation, a la chance de se fonder, de s'appuyer sur un maillage territorial important, fin et solide. À vous donc, à nous, de le valoriser, de le perfectionner pour en faire un atout pour toute la profession et aussi un atout et un outil d'influence auprès des pouvoirs publics. Nous l'avons vu et vous l'avez constaté, beaucoup d'entre vous, selon les mandats que vous avez et les 2 ans de travaux acharnés que vous menez auprès de nos confrères et du public, la pandémie a fait subir aux ordres une forte pression. Et je crois qu'à un moment, il faut désormais dresser le bilan de cette expérience hors norme, de mettre en exergue et de valoriser la résistance que nos ordres ont eue face aux difficultés de tous ordres, de stress, d'organisation, de soutien auprès des confrères, d'expression de la profession, mais aussi de comprendre nos points de faiblesse et d'imaginer, mais je crois que c'est ce que vous allez faire aussi et encore aujourd'hui, d'imaginer des modes d'organisation qui nous permettent de les surmonter en tout temps et en tout lieu. Oui, je crois que le Covid est un test grandeur nature pour chacune des organisations, mais c'est aussi une opportunité pour nous tous de poser des bonnes questions et envisager des bonnes solutions, mais je crois que déjà dans les ordres, vous avez lancé ces réflexions.
ce maillage territorial auquel nous tenons tant à la conférence qu'au Conseil national des barreaux, c'est aussi une chance, je crois, pour les justiciables. Et les ordres jouent un rôle majeur en matière d'accès au droit parce que finalement, nos organisations, elles sont faites au profit du citoyen, du justiciable, des entreprises, des personnes physiques comme des personnes morales. Et en ce qui concerne les personnes physiques, les travaux et les sondages faits par le CNB avec Odoxa montrent, je ne sais pas si vous l'avez en tête, que plus d'un tiers des Français déclarent ne pas avoir accès à leur juge, à un tribunal efficace où une solution leur permettrait de faire valoir effectivement leurs droits. Cette renonciation au droit est un poison pour notre société. C'est un poison pour notre société qui est en fait malade des injustices. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'au Conseil national des barreaux, ce thème des injustices soit développé et que la place de l'avocat dans la société puisse effectivement être manifestée. La place des avocats et pour la conférence des bâtonniers aussi, je crois, la place des ordres. Et le travail du CNB est en bonne voie et vos travaux seront précieux sur ce point. L'ordinalité, chers amis, je vous assure, je le vois tous les jours et je pense que tous les élus de quelques collèges ou de quelques régions qu'ils soient le pensent, l'ordinalité ne se résume pas à une action locale. Son expression compte et son expression au sein de la conférence des bâtonniers compte particulièrement. La conférence, je peux vous le dire, pas simplement parce que j'ai eu l'honneur de la présider, mais je le redis à la place qui est la mienne aujourd'hui, la conférence des bâtonniers en est l'organisatrice, le réceptacle et aussi l'amplificateur. Je remercie vivement, vraiment, la présidente Fontaine d'avoir toujours coordonné, mais vous le rappeliez, monsieur le bâtonnier Cousy, avec soin, cette expression des ordres de province au sein du Conseil national des barreaux et particulièrement au sein du bureau, pour qu'au final, les avocats de ce pays parlent dans l'unité, d'une seule voix, unité qui a été refondée il y a quelques années. Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers amis, sachez que, et ayez-le en tête, l'ordinalité est de fait et de droit majoritaire au sein du Conseil national des barreaux, qui est une institution politique dans laquelle les débats ont lieu sur le fond. C'est une institution où il y a des délibérations et où l'on vote. Et quand vous avez en tête, dans l'organisation des votes au sein du Conseil national des barreaux, que les ordinaux sont majoritaires, cela donne à la fois des perspectives en termes de décisions qui sont prises, mais aussi oblige beaucoup, oblige énormément, parce que la responsabilité des ordinaux est fondamentale. Je me tourne ici vers le collège ordinal, les collèges ordinaux, Paris, province, qui sont un vecteur d'influence principal pour toute l'ordinalité et toutes les valeurs qu'elle porte. Non pas qu'elles soient différentes de celles qui sont portées fondamentalement par le collège général, par les associations, par les syndicats, qui s'expriment avec beaucoup de positivité, parfois de vigueur aussi au sein du Conseil national des barreaux, non pas qu'elles soient différentes, mais elles s'expriment avec l'expérience qui est celle des élus de terrain, de ceux et celles qui ont pris des responsabilités au sein des ordres, qui se sont dévoués de manière particulière, de manière ordonnée, au profit et au soutien des confrères de chacun de nos barreaux. Les positions de la profession se forgent au sein du Conseil national des barreaux, qui n'est que le creuset de toutes les composantes de la profession qui y discutent, qui y travaillent et qui prennent des décisions. Le Conseil national des barreaux n'est le concurrent de personne, puisque c'est la seule institution qui réunit toutes ces composantes en son sein. À vous donc, chers amis, de vous emparer des débats et des combats de la profession et de les faire vivre au Conseil national des barreaux. Vos travaux des assises sont donc précieux pour la profession, pour les ordres, mais aussi pour tous les élus du Conseil national des barreaux. Vos travaux tombent à point à l'heure où tous les sujets de la justice sont sur la table, dans des temps contraints, dans des temps compliqués, mais je crois aussi que
C'est la perspective que donnent ces États généraux. Prenons part à ces travaux, faisons valoir nos positions, faites valoir vos positions et vous verrez que peut-être les choses pourront s'améliorer. Vous êtes attendus, nous sommes à l'écoute. Bons travaux, bonne journée à tous. Voilà, vous nous permettez d'enlever le masque, puisque certains nous ont dit qu'ils pouvaient être malentendants et qu'ils devaient lire pour certains sur nos lèvres. Et donc le fait d'enlever le masque est vraiment beaucoup plus est très important, en tout cas pour eux. Voilà, nous commençons donc cette table ronde et je remercie l'ensemble des invités que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on a un timing très contraint, puisque chaque, à part Thomas qui aura une question sur l'Estonie et qui sera traduite, vous aurez donc pour chacun des intervenants, ils le savent, 4 minutes par question. Donc, on est obligé de respecter ce timing pour pouvoir avoir une journée qui soit vraiment fructueuse. Et donc, 2 questions chacun. Je vais commencer par Aldo Bulgarelli. Donc, cher Aldo, donc, ancien président du Conseil des barreaux européens. Et j'ai une question très claire, puisque vous avez beaucoup travaillé la question de la qualité, une question qui sera scindée en réalité en 2 sous-questions. Alors la première question, c'est quel est l'état des travaux du CCBE sur la qualité? Quelle est la définition donnée par le CCBE sur la qualité? Et quelles sont donc les prochaines étapes du CCBE concernant cette qualité? Merci beaucoup, Hélène, pour l'invitation. Je me réfère aux remerciements qu'on a déjà faits et pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas trop de temps à disposition. Donc, la première question, qu'est-ce qu'est l'état des travaux du CCB? Nous avons préparé un papier que je crois arrivera avant ou après sur l'écran, sur la qualité. Donc, garantir la qualité au sein de la profession d'avocat. Pourquoi ce papier? Ce papier, c'est une sorte de réaction du CCB à une action de la Commission européenne. Vous savez qu'au sein de la Commission européenne, il y a des DG, des directions générales très puissantes. La concurrence et la croissance entre les plus importants. Ces 2 commissions ont les marchés comme cible fondamentale à protéger et les règles, la régulation est considérée comme un obstacle au marché unique et à la croissance. Donc, il faut l'éliminer. Si on se réfère aux services, au monde des services auxquels nous appartenons, les avocats font des services, sont prestataires des services juridiques, il faut éliminer les règles pour les professions juridiques. Nous avons un peu protesté contre cette vision. Nous avons dit que ce n'est pas vrai. Surtout, si vous allez éliminer les règles, vous allez dommager la qualité de notre profession et de la justice. Et donc, vous allez dommager les usagers. Tu as fait référence aux usagers avant. Là, dès que tu parles des consommateurs, la commission s'arrête. Dit, là, c'est important. C'est un des totems. Marché, consommateur, production, liberté. Là, il faut protéger. Alors,
Ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'a pensé la Commission de faire? On lance des études pour démontrer que malgré la réduction des règles, la qualité reste la même. Tu peux imaginer la préoccupation, les soucis du CCB à ces regards. Et on commençait avec une petite étude dédiée à différentes professions, les architectes, les autres, entre eux des avocats de la Pologne, avocats polonais, pour démontrer que malgré la réduction dans ces pays de certaines règles sur la profession, la qualité est restée à bon niveau. Le résultat était obéissant à la volonté de la Commission, et l'étude a démontré ça. A démontré de façon totalement erronée, avec des erreurs majeures que je ne peux pas répéter parce qu'on n'a pas le temps de les faire. Mais on a fait des études pour éclaircir tous les erreurs qu'ils ont fait. On a écrit, le président du CCB a écrit à la Commission sans aucun résultat. Alors nous avons pensé qu'il faut créer aussi un papier pour démontrer que nous avons toujours considéré important la qualité des avocats. C'est vrai qu'on n'est pas tellement considéré de la mesurer et de la contrôler ex ante, parce que ex post, tu as bien parlé avant, la déontologie impose, la compétence impose de rester mise à jour, de donner une prestation de qualité. Et si un avocat ne fait pas ça, viole la règle et doit être condamné. Et donc, on s'est déjà occupé de ça, mais ex post. On a pensé, alors, il faut définir, comme tu disais, c'est quoi la définition, mesurer, ex ante et pas seulement ex post. On a mis en place ce groupe de travail dans lequel j'ai bien travaillé aussi grâce au chef de l'orchestre qui est ici dans la première ligne que vous avez bien évoquée, qui a très bien travaillé soit dans le travail, soit aussi dans la préparation du papier. C'était magna pars dans la préparation du papier. Et donc, on a préparé ce papier. La définition de qualité, ce n'est pas une définition unique. On a dit dans notre papier, que vous trouvez en tout cas dans les sites du CCB, c'est facile, on y va dans les sites, on trouve les documents et prise de position. Je crois que la toute dernière prise de position, c'est tout récent, c'est du fin août, 1er septembre, donc c'est très récent. Vous la trouvez facilement sur les sites et je ne vais pas l'évoquer parce que j'ai déjà utilisé beaucoup de temps que j'avais à disposition. Il reste à peu près 45 secondes. Ouais. Et donc, mais il n'y a pas une définition, il y a une mosaïque, nous disons mosaïque des éléments composant la qualité. Une bonne formation initiale, université, accès à la profession sévère, et après, bien évidemment, un processus dans nos cabinets. Il faut un secrétariat efficace, il faut répondre aux lettres, il faut respecter les délais, donc diligence, donc compétence, connaître la matière, formation continue. Et après, tu sais, c'est très important aussi, on a évoqué aussi la satisfaction du client. Ce n'est pas la seule, mais c'est important. Il faut que le client sorte satisfait du cabinet d'avocat. Et après, respecter les valeurs fondamentales de la profession, c'est-à-dire l'indépendance de l'avocat et du barreau, le respect du secret professionnel, l'abolition totale des conflits d'intérêts et, pas vraiment dernier, un barreau efficace qui doit absolument faire respecter les règles déontologiques, entre lesquelles il y a aussi de fournir une prestation de qualité aux clients. Donc voilà un peu la définition. Pour la mesure, c'est important ce que dira notre ami de l'Estonie. Il y a déjà des barreaux qui font quelque chose à ces regards. Il y a l'Estonie, il y a l'Angleterre un peu, il y a le barreau du Québec, que vous connaissez bien parce que c'est francophone, très efficace à ce regard-là. Il y a aussi la Hollande. Le Néderlande a une loi qui les impose maintenant de respecter la qualité. Aussi parce que nous disons qu'il y a les juges qui peuvent dire quelque chose, et les avocats peuvent dire quelque chose d'important. Pas seulement les juges, aussi les clients, mais les avocats même. Il y a des grands cabinets qui font déjà quelque chose sur la qualité. Il y a l'ISO, quelque chose d'important, mais respecter les secrets professionnels. Il y a aussi les barreaux qui peuvent faire quelque chose. Et voilà, le Québec, l'Estonie, pour donner des exemples. Je parle, anticipe pas, c'est notre ami Thomas qui dira ça après. Et donc, qu'est-ce que fait la Commission européenne? C'est facile. Il continue à faire des études. Des études pour démontrer que les règles peuvent être mises sous le talon et la qualité va marcher bien. Bien évidemment, il faut éliminer tous les obstacles, n'importe quoi, dans les façons déontologiques, dans les façons, dans les champs de la IT.
aussi, dans tous les champs. Et nous continuons à lutter contre ces études qui sont normalement mal faites. Nous avons écrit plusieurs lettres. La dernière lettre a été écrite sous suggestion de notre sous-groupe de la qualité, était écrite pas seulement au commissaire de la croissance, qui normalement ne répond jamais, mais aussi au commissaire de la justice, Didier Reynolds. Les deux commissaires, il y a un autre commissaire des marchés intérieurs, qui c'est en français, c'est Thierry Breton. Thierry Breton n'a pas encore répondu. Didier Reynolds a répondu avec un peu de calme. Il a répondu en septembre, et malgré il a reçu la lettre en juin, mais en tout cas avec calme, mais il a répondu. En nous disant, restez calme, pas de problème, nous n'utilisons pas ces études. Le problème, c'est que ses amis de la croissance utilisent les études dans les papiers de la Commission. Donc c'est une lutte entre eux et nous, le CCE, pour garantir la qualité, faire respecter la qualité, mais aussi essayer de ne pas éliminer les règles qui sont, nous, sont essentielles pour la profession. J'espère devoir respecter les 8 minutes. Oui, merci beaucoup, Aldo. Je me tourne maintenant vers Madame Claire Thomassin. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc vous étiez une consoeur, comme je le disais, il y a quelques temps, voilà, au barreau de Paris. Et ensuite, donc, et maintenant, surtout, vous êtes donc à la BNP Paribas. Et donc, ce que je souhaiterais connaître, ce qu'on souhaiterait connaître, c'est quelle est votre vision de la qualité et comment vous la vérifiez. Merci Madame la Présidente. Je tiens avant tout à vous remercier de votre accueil et vous dire combien je suis honorée et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai 8 minutes, ou 4 même. 4, donc je vais faire court. Au sein du groupe BNP Paribas, les cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons sont référencés sur des panels. Ces cabinets d'avocats sont de toute taille, ils couvrent à peu près 75 pays et nous les considérons comme de véritables partenaires dans la gestion du risque juridique auquel le groupe est exposé. Je dirais que pour apprécier la qualité d'un cabinet d'avocats, nous allons au-delà, bien au-delà de la qualité juridique intrinsèque que nous considérons comme préacquise dès l'instant où nous sollicitons un avocat dans la spécialité qui est la sienne. Pour apprécier cette qualité globale, et c'est un point de vue subjectif, c'est loin d'être une science exacte, mais je vous propose de partager avec vous 4 ou 5 critères. Le premier, la relation de confiance. Relation de confiance qui couvre la protection de la confidentialité des données personnelles ou confidentielles. Comme vous le savez, il est absolument essentiel qu'un client, quel qu'il soit, ait la liberté de communiquer librement avec son avocat, de tout lui dire, et il en va de la qualité de la prestation. D'où l'importance fondamentale de la fiabilité technique des systèmes d'information que vous utilisez, soit parce qu'ils sont dans votre cabinet, soit parce que vous partagez les données avec vos correspondants. Pourquoi ? Parce qu'il y a pour nous, clients, un enjeu majeur. Cet enjeu est non seulement financier, mais également en termes de réputation. En tant que banque, le groupe BNP Paribas a différentes activités, mais c'est avant tout une banque. En tant que banque, nous sommes redevables à l'égard de nos clients des données personnelles ou confidentielles qu'ils nous confient. Nous sommes tenus par le secret bancaire. Et nous pouvons être obligés de partager avec nos avocats certaines de ces données. Si ces données fuitent parce qu'un pirate très habile a réussi à y accéder, ça peut être sincèrement catastrophique pour nous. Donc nous attachons beaucoup d'importance, de plus en plus, à cet aspect technique. Second critère, l'indépendance et la loyauté de l'avocat. Je me permets d'attirer votre attention sur une pratique grandissante, non seulement à Paris, mais également dans d'autres places, pratique dite des dossiers pour compte de tiers.
Dans cette sorte de dossier, par exemple, vous allez avoir plusieurs banques qui accordent un financement à un client. Dossier pour compte de tiers, pourquoi? Parce que les honoraires du ou des avocats qui travaillent pour les banques prêteuses sont supportés, parfois même réglés directement par le client qui emprunte. Et donc pour nous, dans ce cas de figure, et c'est une pratique qui nous est imposée, parce que c'est une pratique de marché, dans ce cas de figure, l'indépendance de l'avocat est essentielle. Même si ses honoraires lui sont réglés par notre client, il travaille pour nous. Indépendance et loyauté, bien sûr aussi, je pense à la gestion des conflits d'intérêts. Pour nous clients, il n'est pas concevable qu'un avocat auquel l'on confie un dossier, un avocat auquel, par principe, l'on peut tout dire, du jour au lendemain, plaide contre une entité du groupe. L'autre aspect est également, parce que c'est arrivé, c'est extrêmement rare, mais c'est arrivé une fois, en termes de conflit d'intérêts, il peut y avoir au sein de banques une certaine ingénierie et bien évidemment, nous comptons sur notre avocat pour la garder pour lui et ne pas aller la partager avec un de nos concurrents. Troisième critère, une prestation orientée vers le résultat attendu par le client, adaptée à ses besoins, à ses attentes. Ça nécessite un certain investissement de la part du cabinet pour connaître les activités de son client, les pratiques de marché qui y sont attachées et les règles internes à ce client. À cet égard, je pense que les juristes internes peuvent être des alliés extrêmement précieux. Quatrième critère, la diversité. C'est un critère qui prend de plus en plus d'importance. Nous sommes très attentifs à la composition des cabinets d'avocats, à l'égalité homme-femme, notamment au niveau des associés, en termes de lutte contre toute discrimination, qu'il s'agisse d'orientation, d'origine. Et donc de plus en plus, et en particulier les jeunes, sont extrêmement attentifs à la diversité au sein de leurs interlocuteurs. Un bon équilibre également entre les interventions respectives des associés et des collaborateurs. Cinquième critère, vous vous en doutez, les honoraires. Côté client, le ressenti sur la qualité de la prestation peut être affecté par un montant d'honoraires considérés comme trop élevés. Souvent, j'ai entendu « très bon avocat, mais trop cher ». Et donc, comment allons-nous apprécier cette qualité au regard des honoraires? Par exemple, nous allons apprécier la capacité d'un cabinet d'avocats à proposer un mode alternatif de facturation autre qu'un taux horaire sur base du temps passé. Ça peut être aussi la capacité du cabinet d'avocats à proposer un devis quand c'est possible et à le respecter, et quand ça n'est pas possible, proposer une estimation des honoraires, et enfin des notes d'honoraires détaillées ainsi que sur les frais. Alors comment allons-nous apprécier cette qualité? Déjà, régulièrement, les juristes internes du groupe BNP Paribas sont invités à partager leur expérience, leur feedback. On leur propose un formulaire, ils n'ont plus qu'à le remplir, avec différents critères. On trouve notamment le niveau global de la prestation fournie et sa qualité intrinsèque, la connaissance par l'avocat de l'activité de la banque, la rapidité pour vérifier l'absence de conflit d'intérêts, la diversité dans la composition de l'équipe qui a traité le dossier, la réactivité, le rapport qualité-prix ou encore l'utilisation d'outils informatiques. Par ailleurs, chaque année, nous tenons une réunion avec chaque cabinet référencé. Bien sûr, nous allons faire un point sur l'ensemble des dossiers traités et la facturation, et à cet égard échanger sur la qualité. Et aussi, c'est extrêmement enrichissant parce que les cabinets d'avocats partagent avec nous leurs actions et leurs objectifs en termes de diversité et d'inclusion, d'actions de pro bono et également d'utilisation d'outils informatiques. Voilà quelques commentaires. J'espère que je n'ai pas débordé. C'est très bien. Merci beaucoup, Madame Thomassin. Je me tourne maintenant vers Monsieur Gilles Accomando. Donc, Monsieur Accomando, vous êtes, outre directeur de l'EFB, vous êtes aussi expert à la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, que l'on appelle CEPEJ, la CEPEJ. Et je vais commencer par vous poser une question
qui est très importante parce qu'il y a un rapport qui a été rendu il y a peu de temps et qui est vraiment passionnant quand on a le temps de le lire, et même quand on lit sa conclusion. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés sur la qualité. Donc ma question est la suivante. Comment est-ce qu'a évolué la réflexion de la CEPEJ sur la qualité de la justice? Et donc la sous-question autre, quelle est la place réservée, mais du point de vue de l'usager? On en parle de plus en plus de ce point de vue de l'usager. On en entend parler partout maintenant. Donc quelle est la position de la CEPEJ actuellement? Merci bien, Madame la Présidente, à la fois pour votre invitation et puis pour la sensibilité que vous avez à l'approche européenne. Alors, un petit mot en introduction. La CEPEJ, contrairement aux deux premiers mots, Commission européenne, en fait, ne dépend pas de l'Union européenne, mais dépend du Conseil de l'Europe. Donc, c'est Strasbourg, c'est la grande Europe avec les 47 États. La CEPEJ, en deux mots, ça a été le fruit d'une réflexion au sein du Conseil de l'Europe, justement pour dire il y a la Convention européenne des droits de l'homme avec la Cour européenne des droits de l'homme, donc une jurisprudence. En même temps, on a le comité des ministres qui émet des recommandations, mais il y avait un manque, une réflexion sur l'efficacité et la qualité de la justice, d'où la création au début des années 2000 de la CEPEJ. Donc vraiment, l'objet de la CEPEJ, c'est de réfléchir justement sur l'efficacité et la qualité de la justice, c'est un élément principal. Je vous ai mis, et si vous avez une seule chose à retenir, c'est celui-ci. Accédez au site de la CEPEJ, vous avez une mine d'informations. On connaît la CEPEJ au travers de l'évaluation des systèmes judiciaires. Tous les 2 ans, on a une campagne d'évaluation européenne où on a des classements, c'est en particulier connu sur les ratios, sur l'aspect budgétaire. Mais il y a aussi tout un tas d'éléments sur la qualité de la justice parce que c'est au cœur de l'efficacité de la justice. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer la qualité de la justice. C'est quand même une question qui est assez fondamentale. Pendant très longtemps, on était axé simplement sur la notion de qualité de la décision judiciaire. Et puis, on se rend compte que ce qui importe, c'est la qualité de l'ensemble du process judiciaire, voire même de mesurer la performance au travers d'indicateurs de délai de traitement, de taux des stocks et autres, et puis aussi et surtout de savoir quelle est la perception des usagers. Alors, la CEPEJ procède de manière non pas réglementaire, mais en élaborant un petit peu des guidelines, ce qu'on appelle chez nous des lignes directrices. Et vous verrez, si vous avez la curiosité d'aller sur le site de la CEPEJ, qu'il y a des lignes directrices sur mesurer la qualité de la justice et qu'on a aussi établi une checklist sur la promotion de la qualité de la justice où on essaye de voir quels sont tous les paramètres qui interviennent sur la qualité de la justice. Tout à l'heure, Aldo a rappelé un certain nombre de critères différents sur la qualité et cette checklist, elle essaye de reprendre tous les éléments qui interviennent dans le cadre de la qualité de la justice. Je vous renvoie, et je sers simplement un petit peu de fil d'introduction pour vous dire, voilà, c'est assez compliqué et il faut répondre à un certain nombre de critères qui sont posés, qui relèvent soit de l'État, soit de la région, soit de chaque tribunal, soit du juge, et qu'en fin de compte, la qualité de la justice, elle dépend de cette perception. On va l'analyser à un niveau étatique, on peut l'analyser au niveau du fonctionnement d'un tribunal, au niveau de la qualité d'intervention du juge. Et donc, dans le cadre de la CEPEJ, on essaye d'établir ce type de grille de lecture sur quels sont les critères qui interviennent sur la qualité de la justice. Et pour répondre encore plus précisément à votre question, la place de l'usager, on considère que la qualité de la justice doit s'apprécier au travers du regard de l'usager. Donc on a pris dernièrement, c'est encore en juin, une autre ligne directrice qu'on a intitulée « Pour une meilleure intégration de l'usager dans les systèmes judiciaires ». Donc c'est toujours des lignes directrices. Nos lignes directrices, c'est quoi ?
c'est un ensemble d'éléments qu'on récolte au travers les tribunaux référents dans toute l'Europe. Donc on a plein d'exemples européens et ça nous permet de sortir un petit peu, nous Français, de notre analyse toujours franco-française, où quand même notre approche de la justice, elle est très centralisée, jacobine. Enfin bon, je vais passer sur ce qui caractérise la justice française. Et donc c'est bien d'avoir des approches diverses et donc un petit peu de se mettre aussi du côté de l'usager pour voir quelles peuvent être les attentes en termes de qualité de la justice. Donc il y a un vrai souci. Moi, je vous invite à reprendre ces données. Là, mon objectif aujourd'hui, c'est simplement vous dire, vous pouvez aller chercher des informations, il y a une mine d'informations, allez-y. Et c'est un petit peu la démarche de la CEPEJ. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous maintenant, cher Thomas Frangli. Merci, Madame l'interprète, pour la traduction. Il y a une seule question, en fait, pour vous, Thomas. C'est de pouvoir nous expliquer, en fait, comment vous fonctionnez dans le barreau d'Estonie en ce qui concerne le système du contrôle de la prestation des avocats. Je sais que c'est très poussé. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler cela et nous expliquer très concrètement ce qui se passe dans votre barreau? Merci beaucoup. Thank you. Dear President, honorable panelists, dear guests, it's my honor to be here. Thank you for the invitation. And I'm very sorry about my French. My kids are studying French as a first foreign language, and the next generation is going to be better, so I promise. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers délégués. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour moi. Et je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses à propos de mon niveau de français. Mes enfants apprennent le français à l'heure actuelle en tant que première langue étrangère. Donc je vous assure que la prochaine fois que je reviendrai, mon français se sera largement amélioré. Thank you. So actually, before going into the Estonian Bar Association Quality Assurance Certificate, which we worked out 7 years ago, I would like to put things in context. Estonia is a small market. Estonian Bar Association has slightly over 1,000 members. We have about 220 law firms. Almost half of them are solo practitioners. There's 3 law firms which are more than 50 lawyers, including my firm, and there are about 10, 15 law firms which have somewhere between 10 to 40 lawyers, and the rest are like just couple lawyers, law firms. Yeah. Thank you. Alors, avant de rentrer dans les détails en ce qui concerne le barreau estonien et donc de parler des certificats portant sur la qualité des services rendus sur lesquels nous avons commencé à travailler il y a de cela 7 ans, je voudrais vous donner un peu plus de contexte quant à ce qui se passe en Estonie, dans la mesure où l'Estonie est un tout petit marché. À l'heure actuelle, il n'y a que 1000 membres du barreau en Estonie, ce qui représente environ 220 cabinets d'avocats. Et il faut savoir qu'en Estonie, seuls 3 cabinets comprennent plus que 50, emploient plus que 50 avocats. Cela comprend également, cela inclut le mien. Et entre 10 et 15 de ces cabinets emploient entre 10 et 40 avocats. And so Estonia is a small country. We have a startup mentality. We try to new things. And one of the new things that we were thinking of trying out is that Estonian Bar Association is trying to has to inspect whether law firms are complying with all the rules. But we were discussing in the working group that maybe we can do something more. Like we are not inspecting, we are not controlling, but we are advising law firms how to build up quality management systems in general. Donc l'Estonie, comme vous le savez, est un petit pays et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'essayer de nouvelles choses.
Nous avons considéré qu'il était important les juristes ont considéré qu'il était important de s'assurer que les avocats, en fait, respectent toutes les règles qui ont été mises en place. Mais l'idée ici n'était pas réellement de contrôler les avocats en tant que tels, mais vraiment de leur apporter un conseil. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place plusieurs actions. And we didn't have many precedents, to be honest. We have 2 law firms in Estonia at that time had ISO 2001 quality management certificate, including my firm from since 2004. Nous n'avions que peu de précédents et il faut savoir qu'en Estonie, à l'époque, seulement 2 cabinets avaient reçu la certification ISO 2001, y compris mon cabinet qui l'avait reçu en 2004. But the ISO certificate is much wider. It's not for legal profession only, so it actually is very cumbersome. It takes a lot of resources to apply. Mais il faut savoir en fait que cette ISO 2001, cette certification ISO 2001 est quelque chose qui est extrêmement large. Donc c'est extrêmement fastidieux en fait de maintenir cette certification dans la mesure où il faut prendre en considération des éléments vraiment très divers et variés. And we found 2 precedents at that time, not in continental Europe, but there was the Law Society of England and Wales had worked out their Lexel Quality Assurance Certificate. And in Western Australia, the Law Society had also worked out a quality practice standard. So we looked at those. Quality practice standard for Australia. Et nous avons trouvé de ce fait 2 précédents qui pouvaient nous aider, non pas en Europe continentale, mais au Royaume-Uni et en Écosse, où un certificat de qualité avait été mis en place, ainsi qu'en Australie. And at that time, we set ourselves a few goals. One of the first goal was, of course, to advise by Bar Association, not to inspect only, and to advise through all the rules that the lawyers had to obey, not only in the Bar Association law. There were anti-money laundering laws that you had to comply with. There are internal regulations in the Bar Association that you had to comply with. There were decisions by disciplinary commissions that were setting the practice, and court practice that was setting. So there was rules were coming from all over the places. So we tried to unite everything, all most important things into one quality standard. So that was the first goal. À l'époque, nous nous sommes attelés à la tâche et nous avons donc décidé de mettre en place plusieurs objectifs. Notamment, comme je vous le disais, le fait de conseiller et de non pas de contrôler toutes les administrations l'administration du barreau. L'idée était de nous assurer qu'ils suivaient donc les règles et de les conseiller sur les règles qui avaient été mises en place. Car il faut savoir qu'en Estonie, beaucoup de réglementations ont été mises en place, ont été votées, notamment pour combattre potentiellement le blanchiment d'argent. Donc de nombreuses réglementations, de nombreuses décisions doivent être prises en compte par les différents cabinets et nous avons essayé de les réunir pour faciliter les choses en une seule norme. And the second goal was for the Bar Association to reduce administrative burden, because you have to inspect anyway all law firms and lawyers, how they're practicing, but with working out the standards, it was supposed to take less time for the Bar Association officials to go and then start asking everything from scratch. When you have a standard questionnaire, standard checklist, it's much easier to see where are the issues and where we can advise further. Le second objectif était de réduire en fait le poids de l'administratif, le fardeau administratif. Bien évidemment, et lorsque l'on respecte des règles, cela peut prendre beaucoup de temps lorsque l'on nous pose des questions de trouver une réponse. Et de ce fait, nous voulions réduire, nous voulions pouvoir
avoir un véritable gain de temps en ce qui concernait du coup les questions qui pouvaient nous être posées et avoir une sorte de checklist de mise en place selon les questions types et les réponses types qui pouvaient être données. And the third goal was to kind of create some kind of quality mark, quality kind of standard, so that those law firms who have it is a voluntary thing. Those law firms can kind of advertise that they have a certain kind of quality mark that they can assure the clients that they have certain management processes which ensure that. Le troisième objectif que nous nous sommes fixés, en fait, était de mettre en place une sorte de norme qualité que pourraient obtenir les différents cabinets et sur laquelle, une fois qu'ils auraient obtenu cette sorte de reconnaissance, ils pourraient communiquer auprès, par exemple, de leurs clients en montrant qu'ils mettaient en place un processus de management, en fait, qui répondait à ces critères de qualité. So in 2015, we launched the ACT, which is Advokatuuri kvaliteeditunnistus. In translation, it means Quality Certificate of Estonian Bar Association. It is a voluntary, and it is a substitute to control. So when you have that assurance certificate, you are not subject to control on yearly basis by the Bar Association. En 2015, nous avons donc lancé le certificat ACT. Je ne saurais du coup vous redonner le nom exact en estonien, je suis désolée, mais cela signifie donc que le nom correspond en français au certificat de qualité de l'Association du barreau estonien. Et l'idée est que ce certificat en fait se substitue au contrôle. Donc à partir du moment où vous avez reçu ce certificat, vous ne ferez plus l'objet de contrôle pour vérifier si vous respectez bien les réglementations. And the process is very similar to ISO certification. If some of you know that, it's you have to questionnaire, checklist, which you have to respond. You have certain meetings with the auditor, official from the Bar Association. You have certain kind of remarks of you have to kind of fix, and then finally you get a certificate which lasts for 3 years, and you have a yearly kind of interim checks whether everything is working fine. Le processus est relativement similaire à celui que l'on connaît pour obtenir un certificat ISO. Donc il faut remplir un questionnaire, il faut cocher toutes les cases d'une checklist, il faut participer à des réunions avec des auditeurs officiels, rencontrer des représentants officiels du barreau. Et lorsque toutes les étapes ont été franchies avec succès, on reçoit donc le certificat pour une durée de 3 ans, avec une année en fait, entre guillemets, d'intérim pour vérifier que tout se passe pour le mieux. And so that's in a nutshell how the quality assurance certificate in Estonia works currently. Is it working perfectly? No. We still kind of are lacking certain kind of internal resources to promote that. We have 17 certificates issued, and only 6 of them are valid so far. And currently we are working towards kind of revising how to make it more attractive for law firms, and so that the law firms would get more kind of counseling from the Bar Association, how to provide more value to the law firms, like anti-money laundering rules that you have to comply. There are some IT systems that maybe Bar Association can, together with some IT providers, work out so that they can provide these kind of solutions as well to the law firms and so on. Donc voilà comment fonctionne à l'heure actuelle l'évaluation de la qualité des services en Estonie. Est-ce que notre système d'évaluation est parfait ? Non, bien évidemment, mais nous y travaillons, nous manquons cruellement de ressources internes. À l'heure actuelle, nous avons émis 17 certificats différents, mais seulement 6 d'entre eux sont valides.
Nous travaillons de ce fait d'arrache-pied pour rendre les choses pour envisager comment nous pouvons rendre les choses plus attrayantes pour les différents cabinets, comment faire en sorte qu'ils demandent davantage de conseils au barreau estonien, comment leur apporter davantage de valeur ajoutée. Nous envisageons peut-être la possibilité de mettre en place un système informatique qui pourrait leur fournir davantage d'outils, notamment en ce qui concerne la réglementation sur le blanchiment d'argent ou autre. So thank you for your question. I hope I didn't misuse my time. Thank you very much, Thomas. Merci de votre question. J'espère que j'ai utilisé mon temps à profit. Je me retourne vers Aldo Bulgarelli maintenant pour la deuxième question. Aldo, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur les initiatives de la Commission européenne actuellement sur la qualité ? Malheureusement, j'ai déjà répondu, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire des études. Oui, mais c'est leur spécialité. Plus précis. C'est leur spécialité. Ah oui, ils répondent aussi aux lettres, disons. Plus précise. J'ai la lettre aussi de monsieur le commissaire à la justice, Didier Reinders. C'est une de 3 morceaux, parce qu'autrefois, c'était une seule direction justice qui marchait très bien, avec Viviane Reding. Mais elle était trop puissante, donc elle était vice-président. Vous vous souvenez peut-être de qu'est-ce qu'elle faisait pour la profession d'avocat et la justice. Elle était vraiment efficace. Elle était une machine de guerre, c'est-à-dire qu'elle était vraiment fantastique. Et donc, malheureusement, ils ont compris qu'elle était trop puissante. Ils l'ont divisée en 3. Et Didier Reynders, c'est ancienne ministre des Affaires étrangères de la Belgique, un type très poli, très gentil et qui tient la profession. Il nous a écrit, c'est le seul qui nous a répondu pour l'instant, en disant oui, pas de souci, nous avons vraiment à cœur la qualité de la profession des avocats et les avocats même, pas de souci, nous n'allons pas utiliser ces études, ce sont mal faits. Malheureusement, ses confrères des autres parties de la commission ne l'entendent pas et utilisent malgré tout la chose. Donc, si tu veux décrire un peu la situation, c'est une lutte un peu entre la Commission européenne et nous, qui fait plus des études et qui critique que les études se sont mal faites. Parce que nous continuons à dire que les règles sont fondamentaux et que certaines règles qui, il paraît, sont des obstacles ne sont pas du tout des obstacles. Il faut considérer les rôles des avocats dans l'administration de la justice, qui est essentiel. Pour vous dire, en Finlande, on avait essayer d'ouvrir la justice à tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui, aussi quelqu'un qui vendait de légumes pouvait aller avant la Cour de cassation, avec des résultats catastrophiques pour la justice même. Et les magistrats ont imploré les gouvernements de réintroduire l'obligatoire présence des avocats parce que c'est une matière technique que la femme de ménage, malheureusement, ne peut pas tellement bien connaître. Et donc, là, c'est un peu la lutte. L'idée de la Commission européenne, c'est un peu d'être comme, tu sais, Rommel en Afrique du Nord, avant qu'il termine l'essence, d'être un peu de gagner toujours. Mais après, il doit comprendre que l'essence est terminée, et alors le maréchal Montgomery a gagné, lui. Donc, on espère de faire un peu comme Montgomery, comme Rommel. Autrement, si on continue à donner de l'essence à la Commission européenne, il continue à faire des études et à dire que les règles sont à abolir totalement dans l'espace européen unique. Merci beaucoup Aldo. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe effectivement au niveau européen et au fait aussi de savoir que notre autorégulation est regardée avec beaucoup d'attention. Et vous savez, danger. Est en notre danger. Autorégulation est en danger, Exactement. est en danger total. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons, entre autres, ces assises de l'ordinalité, parce que les bâtonniers sont très attachés à cette notion d'autorégulation et savent parfaitement qu'elle est en danger. Donc, il faut qu'on travaille justement, et c'est le but de cette réunion, cette qualité, parce que cette qualité, on est obligé de la travailler, on est obligé de la mesurer pour pouvoir garder notre autorégulation. Comme j'avais dit avant, je dis peut-être j'ai dit trop vite, mais un des éléments fondamentaux pour la qualité, c'est l'existence d'un barreau efficace qui fait ses devoirs et fait respecter les règles déontologiques strictes, parce qu'à travers de ça, qu'on arrive à une qualité. Les avocats doivent savoir qu'ils sont contrôlés, qu'ils doivent bien faire, autrement ils seront éliminés, radiés de la profession.
Et alors là, le rôle de bord est Voilà. fondamental. Tout à fait. Et je peux vous dire que les bâtonniers vraiment sont tout à fait conscients de ça. Ils travaillent beaucoup. Donc vous pouvez compter sur la conférence des bâtonniers pour aller dans ce sens-là et pour vous aider dans votre lobbying européen. Les chefs d'orchestre faire quelque chose, parce qu'il n'est pas absolument ancien, mais il sera quelque chose, je dirais, je n'anticipe pas, mais peut-être il y aura quelque chose d'important pour lui. Mais nous, prochainement. on en est persuadés. Je me tourne de nouveau vers Madame Claire Thomassin. Alors une question qui, je pense, va intéresser nos confrères, nos amis bâtonniers, nos amis membres des conseils de l'ordre. Et la question est la suivante. Quels sont les éléments qui comptent le plus dans le choix d'un avocat et pour quelles raisons se sépare-t-on d'un avocat ? Alors, pour le choix d'un avocat, déjà donc, au sein du groupe BNP Paribas, nous les référençons. Donc, il faut d'abord référencer les cabinets. Pour ce faire, nous allons solliciter encore les juristes pour qu'ils partagent leur expérience. Ce qui compte le plus, c'est bien évidemment la qualité intrinsèque, mais aussi la relation de confiance et le rapport qualité-prix. Les juristes vont proposer des candidats et ensuite, très souvent, en tout cas c'est le cas en France, nous lançons un appel d'offres. Et donc, il y a plusieurs questionnaires qui vont être soumis au cabinet d'avocats. Des questionnaires parfois extrêmement techniques, moi-même je n'y comprends rien, j'avoue, en termes de sécurité informatique, ou sur leur politique de gestion des conflits d'intérêts, politique diversité et bien sûr les propositions financières. À la suite de quoi, le cabinet va être référencé ou pas sur nos panels. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est parmi tout ce panel de cabinets d'avocats, quel cabinet vais-je choisir ? Et là, il y a un intuitu personné qui est incroyablement fort. Même au sein des plus grosses structures, des gros cabinets internationaux où on peut avoir 200 ou 300 avocats, ça va être toujours le même qui sera pris. C'est l'intuitu personné, au point même que nous sommes, enfin, l'équipe dont je fais partie en charge de la gestion des relations avec les cabinets d'avocats, parfois on dit diversifier. Ne travaillez pas toujours avec le même cabinet parce que ce n'est pas bon, il y a une certaine... parfois on peut manquer d'acuité si on prend trop confiance. Donc voilà, mais je dirais l'intuitu personné, c'est incroyable dans le choix de l'avocat. Ensuite, pourquoi va-t-on se séparer d'un avocat ? Alors, en tout cas, chez BNP Paribas, nous sommes loyaux. Donc il est extrêmement rare que l'on se sépare d'un cabinet. Je vois deux raisons principales. D'abord, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, malheureusement, parfois, il y a des candidatures qui ne peuvent pas être retenues. Et la seconde raison, ça va être en raison de la rupture de la relation de confiance, soit parce qu'il y a eu des conflits d'intérêts, soit parce qu'il y a eu un comportement inapproprié par rapport à nos règles déontologiques internes, notamment en matière de lutte contre la corruption, et enfin, en cas de méconnaissance de la confidentialité, qu'elle soit voulue ou non. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Madame Thomassin. Dernière question maintenant à l'attention de Monsieur Accomando. Comment organiser le retour d'expérience des différents acteurs sur le processus judiciaire ? Et l'autre question qui est liée, quel jugement porter sur les évolutions de la procédure, eu égard au regard de la qualité ? Oui. Pardon. Sur la première question, si on peut revenir sur les slides, j'en avais un sur le manuel. Alors, je clique, mais il n'apparaît pas. C'était pour évoquer le fait que, je parle toujours côté CEPEJ, on est très tourné sur des enquêtes de satisfaction. Enquête de satisfaction des usagers. Donc, vous l'avez compris, alors on va avancer très vite. Voilà. Voilà, sur les enquêtes de satisfaction, à tel point qu'on a essayé de diffuser à l'intention des États et des juridictions et de tous ceux qui sont intéressés des enquêtes de satisfaction pour savoir quel est l'avis des usagers sur le fonctionnement des juridictions. Alors, j'ai mis juste un extrait du type d'enquête tel qu'on le prône à la CEPEJ. Par exemple, vous le voyez, on est très pragmatique.
parce qu'on considère qu'il y a un tas d'éléments qui interviennent sur la satisfaction. Vous avez à la fois le fait de pouvoir, ce qui importe vraiment pour l'usager, c'est d'être entendu et d'avoir l'impression d'être entendu par la juridiction. Mais il y a aussi tout le reste. Tout le reste, des éléments, j'ai pris une page d'extrait, par exemple la clarté des convocations, la ponctualité des audiences, ce qu'on va appeler la courtoisie et l'attitude des personnels du tribunal. C'est autant d'éléments. Il faut être clair, on n'est pas habitué, surtout en France, à prendre ces données en compte. Ce n'est pas dans notre culture. Dans notre culture historique, la justice, elle s'impose. Et donc, on n'a pas cette culture de la perception, des attentes, d'autres diraient de la notion de service public en matière de justice. Et puis, si on parle tant de qualité de justice, et je reviens à votre question sur la procédure, c'est qu'en fait, le mouvement d'idées qui a développé la qualité de la justice, c'est en Europe depuis une trentaine d'années. Et pour faire court, il s'oppose à ce mouvement qui a été un mouvement managérial de gestion de l'institution judiciaire. Et donc, par rapport à une démarche qui était simplement quantitative, statistique de l'administration de la justice, où on disait qu'après tout, la justice, il fallait sortir autant d'affaires qu'on en rentrait, voire plus, s'est développé ce courant de pensée autour de la notion de qualité de la justice. Mais vous l'avez compris, c'est très difficile de mesurer. Je vous renvoie aux lignes directrices sur la mesure de la qualité de la justice. Vous allez voir qu'il y a un ensemble de paramètres. Et en fin de compte, le meilleur critère, c'est peut-être les enquêtes de satisfaction. Et dans le manuel pour la réalisation d'enquêtes de satisfaction, on parle des usagers, mais aussi on a proposé, et j'ai vu que ça a été un petit peu retravaillé, des enquêtes de satisfaction auprès des avocats qui sont des usagers privilégiés de l'institution pour qu'eux aussi, ils apprécient le fonctionnement. Donc cette qualité, elle passe aussi, et je sais que c'est votre souci, par l'appréciation que portent les avocats sur le fonctionnement de la justice. Merci beaucoup à tous, vraiment, pour cet débat très intéressant. Je trouve que vraiment on a appris beaucoup de choses. Encore merci. Vient maintenant le temps des questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à poser à nos témoins, nos grands témoins de la qualité? D'accord. Il n'y a pas de questions particulières? Vous avez été bluffé? Si, une question. Bonjour, Saint-Nazaire, très entouré, effectivement, bâtonnier, ancien bâtonnier et futur bâtonnier. Comme ça, au moins, on sera au courant de tout. Voilà. Question en ce qui concerne Madame Thomassin. Est-ce que vous avez, dans le cadre de votre gestion avec les relations avec les cabinets d'avocats, des critères comme certains assureurs les ont, par exemple, sur le montant des honoraires attribués à des cabinets par an que vous ne pouvez pas dépasser? Je pense notamment à AXA, certaines compagnies nous demandent régulièrement de leur communiquer toutes nos données financières, oui. Vérifier si le montant des honoraires versés sur une année dépasse, je crois que ça doit être à 30% actuellement, de façon à assurer et à continuer l'indépendance de l'avocat. Deuxième question, j'en profite pendant que j'ai le micro. En ce qui concerne les enquêtes, c'est très intéressant parce que c'est sur la justice, mais je pense qu'il y a également peut-être, mais ça existe peut-être, je n'ai pas été voir encore, j'irai, mais vous pourrez nous donner la réponse. Est-ce que vous avez des enquêtes qui sont faites de la part des tribunaux vers les avocats pour apprécier, je dirais, la qualité de notre travail? Parce qu'on a des amis magistrats qui nous disent souvent vous en avez fait 25 pages, en 5 pages j'aurais pu tenir, ou alors vous en avez fait 5 pages, vous avez dû travailler à l'arrache parce que évidemment vous avez dû faire ça hier pour aujourd'hui, etc. Donc est-ce qu'il y a l'inverse qui nous servirait peut-être beaucoup aussi pour nos confrères pour dire attention, la qualité de notre travail n'est pas à la mesure de ce que les magistrats attendent pour rendre aussi des bonnes décisions? C'est une question très d'actualité. Sur la dépendance financière, effectivement, c'est plutôt le rôle des achats au sein du groupe BNP Paribas qui, dans la relation avec tous les prestataires qui travaillent pour le groupe, vérifie si un cabinet d'avocats n'est pas en situation de dépendance financière, effectivement.
Et s'il l'est, nous travaillons avec le cabinet pour réduire cette dépendance. La seconde question. Bon, la seconde question, elle est intéressante. Non, il n'y a pas vraiment d'enquête de satisfaction, ou du moins, ce n'est pas un outil qui est conçu comme ça. En revanche, il y a des échanges assez fréquents, surtout entre chefs de juridiction et bâtonniers, vous le savez, sur un petit peu les attentes réciproques. Moi, je pense que ça passe beaucoup. Alors là, je récupère une ancienne casquette, celle d'ancien premier, sur la qualité des échanges, et puis une autre actuelle. Ça passe aussi par la formation et la connaissance réciproque des métiers de l'un et de l'autre et de ce qu'on a à attendre. Il y a eu un grand débat sur ce qui, côté magistrature, est appelé la structuration des écritures, ce qui, côté barreau, correspond à du legal design ou la manière dont on peut répondre aux attentes des magistrats. Là-dessus, il y a un vrai enjeu. Ça suppose un dialogue. Ça suppose un dialogue permanent. Moi, je pense que là-dessus, il y a des institutions qui existent pour dialoguer. Dans un certain nombre de juridictions, il y a aussi des commissions par type par nature d'affaires, sur lesquelles je pense à des commissions famille, sur lesquelles on échange sur les attentes des uns à l'égard des autres. Mais pour répondre véritablement, il n'y a pas d'enquête de satisfaction. Peut-être que vous allez lancer dans votre barreau à Saint-Nazaire une enquête de satisfaction auprès des magistrats, savoir ce qu'ils attendent, à voir la réalité de leurs réponses. Oui, une autre question, oui. Monsieur le bâtonnier de Lyon. Oui, Serge Degas. J'avais une question pour Madame Thomassin à propos du choix des avocats. J'ai cru percevoir, mais je me trompe peut-être, une petite contradiction, puisque vous avez parlé du rôle très important de l'intuitu personné, essentiel, et en même temps, vous avez indiqué que certains cabinets pouvaient se voir écartés à la suite d'appels d'offres. C'est une question qui me préoccupe beaucoup. C'est vrai pour les grandes institutions. C'est vrai en matière de défense des collectivités publiques aussi. On voit des cabinets qui, parfois, depuis 20 ans, 25 ans, sont l'avocat de certaines institutions et qui se voient évacués à la suite d'un appel d'offres parce qu'on a affaire à des acheteurs et non plus aux directeurs des affaires juridiques. Et donc, on choisit les avocats sur des critères souvent liés soit au marketing, mais encore pire, je dirais, liés aux tarifs. Et on voit dans certains secteurs d'activité des chutes de prix, de taux horaires considérables, puisque des grands cabinets font des offres à des taux horaires défiant toute concurrence. Et donc la qualité, quid de la qualité? Qu'en pensez-vous? Alors je partage totalement votre réflexion. La qualité prime pour nous et c'est la raison pour laquelle, en tout cas au sein du groupe BNP Paribas, la relation avec les avocats est gérée par la fonction juridique et non pas par les achats. Je sais que c'est différent dans d'autres établissements. Il y a également certains établissements qui font des enchères inversées. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats, paraît-il, sont devant leur écran et c'est celui qui fait des propositions de taux horaires les plus faibles qui va être retenu. Nous, ce n'est absolument pas notre raisonnement. C'est la qualité qui prime et maintenant, il nous faut trouver, j'allais dire, le juste prix. Si un cabinet d'avocats est écarté à l'issue d'un appel d'offres, de mon expérience, les taux horaires proposés n'étaient pas en cause du tout. Il peut y avoir, parfois c'est arrivé, des failles considérées trop importantes par nos informaticiens, par notre équipe de sécurité informatique, pour que ce cabinet puisse figurer sur nos panels. Mais le taux horaire à lui seul, de toute façon, ce n'est pas significatif. Qui aujourd'hui continue de travailler sur base de taux horaires, hormis dans les contentieux? Ça peut arriver. Mais même pour des contentieux répétitifs, je pense par exemple à des contentieux prud'homaux. On sait, on va négocier des forfaits. Ça sera tant pour la décision de première instance, tant pour cour d'appel. Donc le taux horaire, l'indication, la négociation du taux, on est obligé de faire des négociations. Ça donne un point de départ. Mais en aucun cas, ça doit être le critère qui nous fera écarter un cabinet d'avocats. Pas chez nous en tout cas. Monsieur le bâtonnier de Marseille.
Oui, bonjour. Une question pour Aldo Bulgarelli. Certains pensent que le départ de la Grande-Bretagne de l'Europe va ralentir, freiner ou en tout cas freiner la marchandisation du marché du droit et la libéralisation des marchés. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut espérer qu'on revienne vers une évolution qui soit plutôt favorable justement à l'autorégulation et au renforcement de la profession d'avocat et qu'on mette fin à cette libéralisation du marché du droit? Est-ce que c'est une chimère ou est-ce que c'est envisageable? Déjà, parler du marché du droit, c'est une chose que la Commission aime beaucoup et nous n'aimons pas du tout, parce que nous ne sommes pas des marchands. Et en effet, l'évolution, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les marchés uniques imposent d'éliminer des obstacles, et imposent que les avocats soient toujours plus libres de donner leurs prestations sans contrainte, c'est-à-dire sans tarif, sans rien. Et donc la libéralisation marche à grands pas. Donc on ne sait pas qu'est-ce que sera le futur, mais la Commission a des idées très claires. Éliminer tous les obstacles, consentir à n'importe quel avocat de n'importe partie d'Europe de faire l'avocat dans les autres parties d'Europe sans obstacle. Et aussi les obstacles, qu'ils considèrent obstacles. L'accès à la profession, pour nous, c'est fondamental qu'il soit réglé. Pour eux, il ne faut pas les régler. Donc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que sera le futur, mais c'est un peu difficile de répondre à une chose pareille, c'est-à-dire que, selon moi, si j'ai bien compris la question, hein, nous allons normalement copier l'Angleterre avant. Ce qui se passait avant, c'est-à-dire ceux qui faisaient l'Angleterre, les autres pays, et on a des précédents importants, c'est-à-dire l'Irlande avait essayé de copier l'Angleterre en créant dans la création d'une entité totalement autonome mais réglée et contrôlée par le gouvernement qui contrôlait les avocats. Et bien évidemment, les avocats d'Irlande sont protestés contre cela, sont adressés au CCBE. Et je me suis rendu personnellement à l'Irlande à l'époque pour aider les confrères irlandais à lutter contre cette imposition de l'État qui voulait copier une chose qui marchait relativement bien en Angleterre, c'est-à-dire la Regulation Authority, et ils l'ont copié mal, c'est-à-dire que c'était une chose qui permettait au gouvernement d'intervenir directement en éliminant, en cancellant tous les représentants des avocats. Et donc nous sommes intervenus en disant que l'indépendance des avocats a deux façons. Une façon indépendance de l'avocat et une façon indépendance des barreaux. Il n'y a pas un avocat indépendant sans un barreau indépendant. Et même les organismes étatiques qui contrôlent les barreaux doivent être autonomes et pas dépendre de la volonté du gouvernement. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, c'est toujours dangereux ce qui vient de l'Angleterre, parce que les rapports Clementi, vous vous souvenez que c'était quoi? Et les rapports Clementi étaient dangereux pour nous, parce qu'ils étaient copiés tout de suite par l'Angleterre qui voulait faire des choses pareilles. La Regulation Authority, c'est un résultat de l'affaire Clementi qui disait que les avocats étaient trop autonomes. Il faut introduire des éléments de contrôle par les usagers. Mais vous avez en France quelque chose de pareil. Vous avez, si je me souviens pas mal, dans le contrôle déontologique, vous avez un membre extérieur à la profession d'avocat qui participe. Ça, c'est bon. Mais il ne faut pas absolument que ce soit les gouvernements qui contrôlent les organismes d'autoréglementation. La autoréglementation, c'est essentiel. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Je suis membre du Conseil de l'Ordre d'Auxerre, qui relève du ressort de la Cour d'appel de Paris. C'est une question sous forme plutôt d'observation, voire d'inquiétude. Par rapport à ce qui a été dit, j'ai l'impression qu'il y a une forme de contradiction entre la libéralisation des règles de la profession d'avocat, en tout cas ce qui est prôné au niveau de l'Europe, pour réduire les règles, voire les supprimer, et la pratique quotidienne de nos cabinets, de nos petits cabinets parfois, où les règles de procédure deviennent drastiques, complexes, lourdes. Et j'entends, moi, quotidiennement les avocats qui souffrent véritablement de ce process dans lequel on est embarqué avec le RPVA et tout le reste, la prescription, les règles qui sont de plus en plus complexes au niveau français, en tout cas.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction de libéraliser d'un côté les règles pour accéder à cette profession ou pour l'exercer, et d'un autre côté le quotidien qu'on vit avec des règles qui sont vraiment, qui deviennent très compliquées, où il y a véritablement une souffrance de l'exercice de la profession, voire une déprime généralisée. En tout cas, c'est ce qu'on vit dans les petits barreaux. Vous avez parfaitement raison. Il y a une grande contradiction, mais il y a deux types de règles. Il y a les règles qui, selon la Commission, empêchent les marchés uniques et la libre prestation des services, et toutes les autres règles. Ils ne s'occupent jamais des autres règles, qui sont les règles que nous souffrons chaque jour, mais ils s'occupent seulement des règles qui règlent notre profession, parce qu'il dit qu'ils empêchent la libre prestation des services dans toute l'Europe et sont un obstacle à la croissance pour la DG Croissance et un obstacle à la concurrence pour la DG Concurrence. Mais les règles de procédure qui sont notre problème quotidien sont totalement ignorées par la Commission européenne. Ils ne s'occupent pas de ça. Vous avez parfaitement raison. Nous sommes des victimes des règles d'un côté et d'autre côté, les règles qui... Parce qu'il dit qu'il nous protège. Ce n'est pas vrai qu'il nous protège. Il permet à nous de faire une profession sérieuse. Sans règles, la profession ne sera pas sérieuse, ce serait un jeu d'enfants. Et c'est ça les règles qu'il regarde. Il ne regarde pas les autres règles. Et donc vous avez parfaitement raison. Vous avez toute ma solidarité, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Ça sont les États seulement. C'est compétence étatique. Les règles sur les avocats sont compétences européennes qui interviennent avec les études. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question à poser? Je dis dernière question parce qu'on doit respecter le timing. Oui, bonjour, Philippe Thiault, c'est Bâtonnier de Bourges, président de la COBAL. Je reviens sur l'interrogation de Madame... La COBAL est une conférence régionale, en fait. Conférence régionale. Je reviens sur l'interrogation de Madame Thomassin, qui m'a interpellé, qui aujourd'hui travaille à un taux horaire. Ça m'interpelle parce que cela veut dire que le taux horaire, on sait que ça suppose une base, savoir le coût de fonctionnement d'un cabinet. On sait que la conférence des bâtonniers a longtemps travaillé là-dessus avec des audits de KPMG, que les avocats soient capables de déterminer le coût de fonctionnement d'un cabinet. Donc c'est la base déjà d'un taux horaire. Lorsque l'on dit qu'aujourd'hui, qui travaille au taux horaire, qu'aujourd'hui qu'on nie que l'on puisse facturer au taux horaire, ça veut dire que c'est un taux forfaitaire, ça veut dire qu'on tire vers le bas les prestations et cela veut dire que forcément on va tirer vers le bas la qualité des prestations. J'avoue que c'est un petit peu contradictoire avec le thème que l'on a aujourd'hui sur la qualité des prestations. Non, je vous prie de m'excuser, je suis allée trop vite. Le taux, en fait, si vous voulez, chez BNP Paribas, bien évidemment, ça va être ce sur quoi nous travaillons le plus. Les dossiers vont être soit transactionnels, soit des contentieux. Et les contentieux, bien évidemment, sauf les cas particuliers que j'évoquais tout à l'heure, avec des contentieux répétitifs que l'on connaît bien, bon, mais tous les autres contentieux au sens large, y compris les investigations, on continue de travailler au taux horaire. Je suis allée trop vite. Qui travaille encore au taux horaire? Je pensais aux dossiers transactionnels. Là, clairement, il est extrêmement rare, en tout cas les cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons, qui nous proposent spontanément soit de plafonner, soit des modes alternatifs de facturation d'honoraires. Voilà. Mais le taux horaire, et d'ailleurs quand nous référençons les cabinets d'avocats, ce qui se négocie, ce sont des taux horaires par profil d'avocat. Ça reste la base. Merci beaucoup donc à tous. À tous les cas. Thank you very much, Thomas. Nous allons maintenant poursuivre nos ateliers. Vous êtes bien évidemment conviés à y participer si vous le pouvez. Je sais que certains sont empêchés et ont des impératifs. Mais nous allons maintenant passer aux ateliers, donc des ateliers sur deux thèmes. Le premier thème, c'est la qualité des prestations de l'avocat. Le second thème, c'est la qualité de la justice. Alors, vous avez dans vos pochettes un petit document qui vous indique dans quel
salle vous allez vous rendre. Et vous allez vous rendre dans cette salle ce matin et vous vous rendrez dans la même salle cet après-midi. Donc voilà, donc je vous laisse pour ces ateliers et je le referai tout à l'heure, mais je voudrais remercier les animateurs qui ont préparé avec beaucoup de minutie leurs interventions de tout à l'heure. Hélène, si je me permets, je demande de faire un applause particulier à l'interprète. C'était une interprète formidable. Merci. Vous avez raison. Merci beaucoup, Madame l'interprète. Ça nous permet, vous voyez, d'avoir une vision internationale qui est très importante pour la conférence des bâtonniers. Merci encore. Je me suis permis parce qu'elle était vraiment formidable. L'interprète était très bon.